Albânia, na Europa do Leste, e Brasil estão sendo apontados como os principais destinos de turistas internacionais em 2011. A Albânia, em função da sua moeda local bem desvalorizada. Já o Brasil ganhou evidência em função da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que irá sediar. Enquanto os turistas estrangeiros ainda decidem para onde ir, os brasileiros bateram todos os recordes em gastos. O mundo conta com quase 200 nações, mas menos de 10% delas são comandadas por mulheres. Desde o dia 1º de janeiro, o Brasil passou a fazer parte deste restrito grupo. Dilma Rousseff, primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil, é uma das 17 em cargos máximos de poder no mundo, o que equivale a apenas 9% dos governos nos 192 países independentes. Elas estão na política, elas estão trabalhando. Elas estão nos partidos, elas estão nas associações de bairro, elas estão nas organizações da sociedade civil, mas elas não conseguem alcançar alguns postos por limitações culturais, né, que são impostas. Na história dos regimes democráticos, só 66 mulheres foram presidentes ou primeiras ministras. Os países escandinavos são os mais avançados na participação das mulheres na política. Lá, elas chegam quase à paridade de gênero do parlamento. Lentamente, as mulheres estão conseguindo fazer suas trajetórias políticas e chegar a cargos políticos e conseguir, através das suas trajetórias políticas, participar do mundo político masculino. Na América Latina, a Argentina tem 40% de mulheres no poder legislativo, por causa de cotas para a candidatura feminina e de um sistema de lista fechada em que o voto vai para o partido. O país vizinho teve a primeira presidente do mundo, Isabelita Perón, vice que assumiu a presidência em 1974, após a morte do marido, o general Perón. A atual presidente, Cristina Kirchner, é a segunda mulher no cargo. As argentinas estão entre as 5 presidentes latino-americanas que chegaram ao poder com a ajuda da influência política do marido. A Dilma teve uma trajetória política própria, no sentido que ela teve vários cargos executivos antes da área federal, no Estado, no Ministério. Então, ela não tem um legado, digamos, de um protecionismo familiar por ser uma mulher. Ao todo, a América Latina teve 11 mulheres na presidência, mas só 6 foram eleitas diretamente para o cargo e 5 foram depostas. Hoje são 3 presidentas, além de Cristina Kirchner, Laura Chinchilla, da Costa Rica, e agora a brasileira Dilma Rousseff. A igualdade de oportunidades entre homens e mulheres é um princípio essencial da democracia. Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer, sim, a mulher pode. Seria demais achar que na eleição da primeira presidenta do Brasil, a gente acha que mudou toda a situação. Acho que não. O Marrocos é hoje talvez o país árabe com mais características ocidentais. O país se apresenta como porta de entrada para a África e para o mundo árabe. Mas junto aos vizinhos ainda guarda conflitos que datam do século passado, como as relações com a Argélia e a questão da independência do território saharaui. Para falar destes temas e das relações com o Brasil, o Diplomacia convidou o embaixador do Marrocos no Brasil, Mohamed Louafa. O Marrocos guarda uma posição geopolítica estratégica para o Brasil. É porta de entrada para a África e também porta de entrada para o mundo árabe. Hoje aqui com a gente, no Diplomacia, nós conversamos com o embaixador do Marrocos, Mohamed Louafa. Embaixador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Diplomacia. Muito obrigado. Embaixador, o Marrocos passa hoje por uma situação bastante peculiar quando analisamos a situação do mundo árabe. Possui um novo Código Civil, onde o direito de homens e mulheres é praticamente o mesmo. Judeus são respeitados. Como que o senhor classifica o Marrocos do século XXI? Tout d'abord, j'aimerais vous dire que les relations entre le Maroc et le Brésil sont des relations très anciennes.
elle ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire du Brésil, de l'Empire à la République, est intimement liée à l'histoire du Maroc. Comme vous le dites, le Maroc subit une transformation importante depuis l'avènement du roi Mohamed VI en l'an 2000, tant sur le plan des libertés, de la démocratie et également des droits de la femme et des droits de l'enfant. Et le Maroc constitue un exemple important, non pas uniquement dans le monde arabe, mais également dans le tiers-monde. O governo Lula, que acaba de terminar, priorizou as relações Sul-Sul. Inclusive, patrocinou um encontro do mundo árabe com a América Latina. Qual é o futuro dessas relações? Le futur est, à mon avis, très bien, parce que le président Lula a fait cette option en faisant une ouverture, d'une part sur le monde arabe et d'autre part sur l'Afrique. Et le président Lula, à travers cette nouvelle approche vers les pays arabes et vers les pays africains, a également donné une position au Brésil, qui est une position importante. Vous savez que le commerce extérieur avec les pays arabes a été multiplié par 5. Avec le Maroc, nous sommes passés en 2-3 ans à un volume d'échange qui était à peu près d'1 milliard de dollars à plus de 2 milliards de dollars. L'investissement brésilien commence à être présent dans ces pays, et notamment au Maroc. Et nous avons des projets communs qui vont voir le jour dans les prochains mois, notamment en matière de phosphate, avec Vale, avec Bungi. Et nous sommes passés de l'étape des discours et de la volonté politique de coopération à un stade plus concret par la présence d'investissements brésiliens au Maroc et également de futurs investissements, notamment en matière d'acide phosphorique, d'engrais. O senhor falou do comércio bilateral, mas a crise de 2009 afetou brutalmente o comércio entre o Brasil e Marrocos. As estatísticas que eu tenho em relação ao Marrocos são de 1 bilhão e 300 milhões no ano que passou, contra 1 bilhão, quase 2 bilhões em 2008. Là, vous parlez des chiffres marocains. Oui. Mais il faut regarder l'ensemble des postes du commerce extérieur. C'est le poste des engrais qui a été très touché, des engrais phosphatés. Et c'est pour cela que nous avons considéré, nous, au Maroc, qu'on doit réagir, et c'est pour cela que nous avons ouvert les bureaux de l'OCP, de l'Office des phosphates, à Sao Paulo, pour être plus proche du marché. O Marrocos negocia com o Mercosul desde 2005 e não se conseguiu criar ainda uma zona de livre comércio entre os dois blocos. L'accord cadre vient d'être adopté par tous les pays du Mercosur. L'accord cadre des tarifs préférentiels a été adopté au mois d'avril 2010 et il est passé devant tous les parlements et il est entré en vigueur entre le Maroc et les pays du Mercosur. Vous parlez d'autre chose, vous parlez d'un accord commercial et comme vous le savez, nous avons une zone de libre-échange avec l'Union européenne, avec les États-Unis d'Amérique, avec beaucoup de pays arabes, et nos amis brésiliens ont évolué parce qu'on leur dit, signons d'abord cet accord commercial de tarifs préférentiels entre le Brésil et puis par extension vers le Mercosur, et dans une première étape,
Et si nos accords commerciaux marchent très très bien, on peut à ce moment-là passer à la phase finale qui est un accord de libre-échange. O principal vizinho do Marrocos, a Argélia, hoje não possui boas relações com o Marrocos. Isso, inclusive, impede que o Marrocos participe da União de Países Árabes do Maghreb. Como resolver essa situação? L'Union du Maghreb arabe a été créée à Marrakech, au Maroc, entre les 5 pays de la région, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. L'UMA a commencé à fonctionner, mais malheureusement, la position de l'Algérie sur la question du Sahara marocain a constitué un obstacle à l'évolution du Maghreb arabe. Parce que nous avons considéré, nous, le Maroc, qu'on ne peut pas se réunir dans le cadre de l'Union, on ne peut pas avoir des relations de voisinage et de fraternité et d'amitié, et qu'un membre de l'Union, à savoir l'Algérie, continue à attaquer le Maroc aux Nations Unies, à l'Union africaine, dans des réunions internationales, sur la question du Sahara. Dans tous les cas de figure, l'Union du Maghreb est la seule issue pour le développement de la région. C'est le seul organisme qui peut nous mettre en commun pour faire face aux exigences de l'Union européenne. N'oubliez pas que nous sommes au sud de la Méditerranée, et pour qu'on puisse jouer un rôle en face de l'Union européenne et pour qu'on puisse jouer un rôle au niveau de l'Union de la Méditerranée, il faut que nos 5 pays se mettent autour de la table et oublient les conflits et oublient les problèmes qu'ils ont entre eux pour que l'Union du Maghreb arabe puisse jouer son rôle dans cette région très sensible du monde. Esse tema, como o senhor mesmo falou, nos remete à questão da República Saharaui ou o Saara Ocidental. Existe a proposição da ONU de se fazer um plebiscito, um referendo sobre a autonomia da região. Qual é a posição hoje do Marrocos? Por que esse plebiscito não pode ser realizado? Vous utilisez un terme assez bizarre, qui est la République sahraoui. Pour qu'elle soit une république, il faut qu'elle soit reconnue par la communauté internationale. Non, 75 países a reconhecem. Non, malheureusement, vos informations ne sont pas justes. Il y a 198 États membres des Nations Unies. Il n'y a que 33 États sur les 198 membres des Nations Unies qui reconnaissent la République sahraoui. Et quand vous étudiez très bien la liste, vous allez comprendre quel genre d'États ont reconnu la République sahraoui. L'Union européenne, aucun pays. La Ligue arabe, aucun pays. À l'exception de l'Algérie. L'organisation de la conférence islamique, aucun pays. Aucun membre permanent du Conseil de sécurité. Ici, en Amérique du Sud, le Brésil ne reconnaît pas, l'Argentine ne reconnaît pas, le Chili ne reconnaît pas, le Paraguay, et je peux continuer à citer beaucoup de pays. Si vous étudiez correctement les 33 pays, c'est de petits États. Certes, ils sont souverains, mais à l'exception de l'Algérie, de l'Afrique du Sud, avec qui nous avions un grand problème pour la candidature de la Coupe du Monde, les grands pays du monde, la Russie, l'Inde, le Brésil, je vous ai dit l'Union européenne, les États-Unis, le Canada, la Chine, l'Indonésie, ces grands pays du monde ne reconnaissent pas. Et le monde arabe ne reconnaît pas, à l'exception de l'Algérie. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, depuis 1975, c'est un conflit qui dure depuis longtemps, depuis 35 ans. Et nous avons subi
ce conflit à caractère régional, parce que l'Algérie ne voulait pas que le Maroc récupère le Sahara. C'est une question d'hégémonie dans la région. Mais, comme vous le savez, la question du Sahara n'est pas une question très simple. Qual é a solução? Nous avons avancé une solution. Quand nous avons vu que James Baker, qui était l'envoyé spécial du secrétaire général, a considéré qu'il était impossible d'appliquer le référendum tel que prévu par les Nations Unies. Et que, à 2 reprises, et que le représentant du secrétaire général, Van Sloom, a dit que c'était impossible d'organiser ce référendum comme il était prévu par les Nations Unies, nous avons fait une proposition d'autonomie élargie. Cette proposition a été adoptée par le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a considéré que la proposition du Maroc était une proposition crédible, sérieuse. Qual seria a posição do Marrocos ou do Brasil, a exemplo do que fez com a Palestina, viesse a reconhecer a República Saharaui? Ne faites pas la liaison avec la question palestinienne. Por que não? La question palestinienne dure depuis 60 ans. Et la lutte continue jusqu'à présent. Donc il y a une grosse différence entre la question palestinienne et la question du Sahara. Une grosse différence historique, approche, type de peuple, problème de la région. Il ne faut pas oublier que c'est les Nations Unies qui, il y a 50 ans, ont décidé le partage entre un État palestinien et un État israélien. Mais ce cas-là n'existe pas au Sahara. Au contraire, les Nations Unies ne reconnaissent pas le Sahara. Donc, il faut faire attention. Le Brésil a reconnu l'autorité palestinienne, il a reconnu un État palestinien dans ses frontières de 1967. C'est une occasion pour moi de saluer cette position courageuse du Brésil et du président Lula. Mais la question du Sahara n'a rien à voir avec cette question. Je ne crois pas que le Brésil pourrait reconnaître demain la République sahraoui. Pourquoi il va le faire? Quelle donnée internationale va changer la position du Brésil? Le Brésil veut jouer un rôle international. Il le joue au groupe de G8, au groupe de G20, aux Nations Unies. Il veut un siège permanent au Conseil de sécurité. Le Brésil ne peut pas choisir une partie contre une autre. La position du Brésil est une position, à mon avis, très correcte. C'est apporter un soutien à l'action que mène le secrétaire général des Nations Unies pour trouver une solution politique et équitable, acceptable par les 2 parties. Pourquoi le Brésil va reconnaître cette république fantoche et va oublier le Maroc avec son histoire, avec ses relations historiques avec le Brésil? Moi, je ne crois pas. Au Brésil, il y a des hommes politiques responsables qu'on ne peut pas influencer par un article de presse ou par une émission de télévision. Le Brésil est un pays qui a sa place dans le concert des Nations Unies, des nations. Il ne peut pas tomber dans ce piège. Bem, senhor embaixador, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Diplomacia. E o Diplomacia volta no próximo bloco com as notícias culturais.